Bien, mise en contexte historique, j'ai appelé ça plus ça change, plus c'est pareil. Puis j'avais fait ça tout seul. Puis tantôt, j'ai vu les deux autres conférences. J'ai dit, ah, j'ai bien fait. Ce qui m'a amené, moi, à l'agriculture, je suis né à Repentigny, aucun background agricole. Et j'ai été mon premier contact avec l'agriculture, c'était avec un mouvement qui s'appelait À cours d'eau, qu'on était fondateur, ma famille. C'était à Repentigny parce que les producteurs de porc de l'Assomption déversaient dans la rivière, puis on ne pouvait plus boire l'eau, puis c'était compliqué. Mais regardez ce qui était écrit, j'ai retrouvé ça dans les bulletins des agriculteurs. Danny Doucette, en passant aujourd'hui, c'est mon ami d'enfance. il est rédacteur en chef du Journal de Montréal. Mais ce que ça disait à cours d'eau, fort bien structuré et dirigé par des experts de tous les domaines, tant du plan environnemental qu'administratif, le mouvement est né à Repentigny il y a environ 1 an. On parle ici, là, on est en 1985, donc 84. Mais regardez la suite, c'est quand même intéressant. Son objectif, faire en sorte que les décideurs politiques mettent en place le plus rapidement possible les moyens nécessaires pour régler les différents problèmes de pollution affectant la rivière l'Assomption, notamment celui lié aux rivières porcides. Face à ça, moi, je suis allé faire ma maîtrise. J'ai été conférencier à l'ACFAS à Ottawa en 1987 sur mes résultats de maîtrise qui étaient la compaction des sols. Et donc, ça, j'étais bien content de pouvoir faire ça. Puis, ce qui m'a amené, je vais vous mettre un extrait. Pourquoi je dis plus ça change, plus c'est pareil. C'est un extrait de mon mémoire. Puis, pour être franc, là, j'ai arrêté, j'ai décidé de pas aller au doctorat, puis je trouvais que ça servait à rien. Fait que ceux qui sont en recherche, continuez. En 86, les deux auteurs, c'est traduit, là, que j'ai mis Google, j'ai étudié à McGill, mon mémoire est en anglais, mais on fait valoir que même si les agriculteurs étaient conscients des problèmes de la dégradation des sols, là, en général, beaucoup d'entre eux ne le reconnaissent pas comme tel qu'il y a un problème chez eux. Et je pense que c'est encore vrai. Ils ont également mentionné que les avantages économiques associés à des pratiques moins dégradantes étaient incertains et n'étaient pas immédiats. Il me semble que j'ai entendu ça tantôt. Et encore plus, Goethe a expliqué le manque d'adoption de pratiques de conservation des sols à l'ère d'un modèle. On parlait de microéconomie ici. L'objectif de conservation des sols reste imperceptible et continuera de l'être à l'avenir. Il était vraiment visionnaire selon ce modèle, à moins que l'agriculteur ne soit disposé à renoncer à certains revenus maintenant, qui a parlé de ça tantôt, dans l'espoir de meilleurs rendements plus tard. Tout indique que l'horizon temporel des agriculteurs à cet égard est assez limité, en particulier avec les dettes élevées, les faibles revenus, puis tout ça. Fait que dans le fond, ce qu'on conscient, plus ça change, plus c'est pareil. Le seul élément qui a changé, c'est moi un petit peu. Quand j'étais jeune, et fou, j'étudiais à l'école, j'avais l'air du modèle à gauche, puis aujourd'hui, j'ai le modèle à droite. Ah, il en manquait le meilleur. Non, mais rapidement, c'est parce que, tu sais, tantôt, je vais vous parler du projet Castor. Je vais gagner un petit peu de temps pendant que Marie-Ève arrange ça. C'est pas la première fois qu'elle me fait des choses dans le même. Mais enfin, je peux me venger. Mais blague à part, ce que j'allais dire, c'est que le projet Castor que je vais vous parler, pourquoi j'ai amené un peu d'humour et tout ça, c'est qu'il s'insère dans une approche d'innovation sociale. Et dans ce contexte-là, il ne faut vraiment pas se prendre au sérieux, puis il faut être vraiment humble. Là, vous allez voir mes conclusions tantôt. Donc, j'ai décidé d'amener un petit côté ludique à ma présentation. Fait que j'ai le droit à 2 minutes d'extra. Là, on se voit. On était-tu dans une salle à l'Université Laval? Là, on est... Sinon, on aurait pu juste s'afficher, non? Ouais. Parfait. OK. Je vais y aller à la. Fait que là, je vais le mettre en mode plein écran, j'imagine. Comment je fais ça? Il est correct? OK. Ah, ça veut dire que je pas vu que vous voyez. OK, là, j'étais rendu là. Là, est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que. C'est pas ça la bonne, là. Non, je suis pas en PDF, je suis en animation.
là. Oui, c'est bon. Ah, désolée, Gilbert. Bon, on a accéléré pour ceux qui ont manqué en ligne. Je vais vitement, juste pour montrer que j'avais fait des petits extraits de journaux là, avec un petit peu de papier jauni. Puis c'est un extrait de ma maîtrise, puis là, c'est moi, mais j'ai assez parlé de moi. Bon. Et là, dans le fond, je suis juste allé pour exposer les propos que j'avais observés il y a 36 ans. Ça fait quand même longtemps. Dans le cadre de ma pratique, je fais quand même des travaux qui ont en lien à ça. C'est un travail qu'on a fait en collaboration avec les gens de l'Université Laval puis le Centre d'études sur les coûts de production. Tantôt, on parlait, tu sais, que les coûts sont à court terme puis les bénéfices à moyen terme puis sont intangibles. Mais ça, ici, ce que ça l'illustre, c'est la marge bénéficiaire après frais monétaires. Dans le fond, ce que le producteur lui reste pour ses obligations puis se payer un salaire puis vivre, entre le maïs grain soya puis le maïs grain soya et le blé d'automne panifiable. Ce qu'on voit, je vais apparaître ici, c'est qu'il y a un espace-temps temporel de 9 ans. Il y a 3 cycles de rotation. Puis comment on a établi ces hypothèses-là de travail, c'est que c'est clair que si je regarde la marge d'un point de vue statique, il manque pas loin de on est quasiment ici là, à 500-600 piastres l'hectare facile là, de manque à gagner, ce qui est énorme là, entre le blé d'automne panifiable, sans compter, j'aurais pu embarquer dans les risques, les enjeux de passer l'hiver, les enjeux d'accès au marché, les enjeux de qualité panifiable qu'on n'a pas dans le maïs grain, qui lui ou le soya, qui est une commodité qui se commercialise très facilement. Fait que dans le fond, on a assumé des gains de rendement de plus 11 pour les rotations qu'on a imputées au maïs. Et ça vient d'où? Ça vient du guide des cultures de couverture, mais ça vient aussi d'entrevues que j'ai fait avec des agronomes terrain, autant liés, non liés, si on va dans ce côté-là. Et une réduction de 59 kg d'azote associée à la culture de couverture qu'on avait rajouté, là, bien entendu, une légumineuse. Donc, les gains sont progressifs. Fait que cet enjeu-là, il est toujours présent. J'ai des coûts à court terme, je dois renoncer à un revenu, mais à terme, c'est plus payant et c'est meilleur. Puis surtout, avec les changements climatiques, je vais avoir une structure de sol plus résiliente ou un modèle de production plus résilient. Et là, dans le fond, il faut aller voir les aides gouvernementales. Je vais vous dire, quand j'ai commencé à travailler dans le dossier Castor, c'est sûr qu'ils viennent tous nerveux. Mais c'est correct, je comprends. J'ai été de ce côté-là de la clôture pour 20 ans de ma vie. Mais essentiellement, j'ai juste comparé rapidement, puis je ne veux pas faire un procès d'intention que c'est une bonne affaire, pas une bonne affaire. Dans le maïs grain, il y a les fameux programmes Agri-investissement Agri-Québec qui donnent 4,2 des ventes nettes admissibles. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est à peu près 4 là, j'arrondis, du prix du maïs. Fait que, quelqu'un qui fait du maïs va recevoir une aide gouvernementale de 145 l'hectare par année. Puis là, vu que je l'ai fait sur un cycle de 3 ans, ma rotation, je l'ai multiplié par 3. Il va recevoir pendant 3 ans 435 l'hectare de subvention, aucune condition, rien. Si je fais du blé, il n'y a pas d'agri, puis il y a beaucoup moins de valeur à l'hectare. Je suis allé voir les rendements d'Asra net avec les primes. Ça a donné 93 piastres. Fait que les programmes Agri-Québec, c'est un super bon programme pour encourager la rotation maïs-grain soya. C'est peut-être un moins bon programme pour introduire une culture de blé ou une autre culture qui est moins génératrice. Donc, dans le fond, on crée non seulement il y a un déficit de marge, mais là, on l'encourage. Là, on est arrivé avec le PAD à 266, si je fais une rotation sur 3 ans. Ça me donne 359. Mais malgré le PAD, le signal de prix, puis quand vous parlez aux agriculteurs, ils vont vous le dire. Il faut que je renonce à ça. Plus de risques, moins d'autres choses. Fait que de ce côté-là, il y a un enjeu de réflexion à faire sur nos politiques. C'est Marie-Ève qui en parlait entre la gestion des risques et les programmes d'économie. On pourrait en faire plusieurs autres exemples, mais cet enjeu de cohérence-là va devenir. L'autre élément, tantôt, j'écoutais l'enjeu d'aversion au risque. Et cette aversion-là, à mon avis, il y a une complexité qu'on va vivre dans les prochaines années, c'est la valeur des terres. Ici, c'est la valeur des terres à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, qui est passée de 4 000 à 40. Bon, aujourd'hui, on est rendu à 52. Ça date d'un an ou deux. Les prix des terres, c'est des prix fous. Ça n'a plus de sens. Et malgré avec ça, ça vient un endettement des fermes. Les fermes au Québec sont très endettées. Fait que la notion d'aversion au risque, tu peux bien vouloir prendre du risque, mais à un moment donné, le banquier va te parler d'un enjeu qui s'appelle les liquidités. Puis là encore, j'ai juste fait un calcul actuellement. J'ai pris le modèle. Est-ce que ça va? OK. Mon petit tableau que je monte à droite de mon écran, essentiellement, ce qu'on voit, c'est que j'ai pris les intérêts payés dans le modèle de coût de production des grains, peu importe le modèle maïs, soya, blé et autres. C'est à peu près 90 l'hectare en 21, mais les taux d'intérêt sont à 2 %.
Aujourd'hui, tu vas être prendre refaire ton hypothèque qui est à 6,5. Juste ce changement macroéconomique-là, on n'a aucun contrôle là-dessus. Ça a un impact de 200 pièces l'hectare. Si j'ai des dettes, peut-être une particularité pour les chercheurs en agriculture, il ne faut jamais oublier que des terres agricoles, c'est la principale dette sur la ferme et ça ne s'amortit pas. Fait que faites attention dans les calculs de revenus nets puis de marge. Il faut penser aux enjeux de liquidité que ça draine au niveau des paiements de capital à la fin du mois et intérêts. L'intérêt étant tenir en considération des dépenses monétaires, mais pas l'amortissement parce que ça ne s'amortit pas de temps. Fait que l'enjeu relatif à ça, moi, je suis allé faire, après ma maîtrise, j'étais à l'UPA, on a mis en place la financière, j'ai décidé d'aller faire un doctorat, puis je voyais les enjeux environnementaux, puis toute cette dynamique-là. Je suis revenu à mes anciennes amours et j'ai commencé ça en dynamique des systèmes. Et on parlait du macroéconomique, Marie, quoi de mieux que le PESTEL? Politique, économie, sociologique, technologie, économique et légale. Puis, dans le fond, lui, le producteur, puis les intervenants, on regarde tout ça, mais comment je jongle avec tout ça? C'est quoi les décisions que je dois prendre? Comment je m'enligne? Mais c'est là que j'ai eu une opportunité dans ma vie d'entrepreneur. J'ai eu un appel à un moment donné des gens du projet Castor, qui est un projet dans la baie Missisquoi, qui est un projet qui est mené par, c'est dans la stratégie québécoise de l'eau. C'est un projet qui va jusqu'en 2030. Il y a l'AéroBVQ, puis il y a le gouvernement du Québec, autant les deux ministères, environnement et fonds, et MAPAC. Puis essentiellement, il y a des grands leaders. Moi, c'est pas moi qui ai l'initiative de ce projet-là. Là. J'ai été vraiment appelé pour y venir en renfort. Il y a l'AéroBVQ, il y a l'équipe locale qui est des producteurs du milieu, les gens de la MRC, des intervenants locaux qui sont là-dessus, l'INRS, puis bien entendu, les deux ministères. Essentiellement, c'est quoi le projet Castor? Ben, c'est un projet pilote de gestion intégrée de l'eau en milieu agricole. C'est sur le bassin versant du ruisseau Castor en Montérégie, c'est la baie Missisquoi au lac Champlain. Puis ce qui est visé d'ici 2030, puis c'est intéressant, puis c'est ça qui m'a vraiment allumé, amélioration de la santé de l'écosystème aquatique et terrestre du bassin versant du ruisseau Castor par l'adoption pérenne. L'idée, ce n'est pas juste de l'adopter un an, là, mais c'est de l'adopter longtemps. De pratiques agro-environnementales. Puis le terme pérenne, bien, il fait référence, bien entendu, aux différents éléments du développement durable. L'approche retenue, c'est l'innovation sociale. Que ce soit les dimensions, bien, il y a l'environnement, il y a le social, l'économie, c'est bien entendu. Mais le dernier, qui est vraiment le plus complexe, c'est pour ça qu'on a été appelé en renfort, je pense, Forêt Lavoie Conseil, c'est de mobiliser tout le monde autour de ce projet-là. C'est environ 1400 hectares, une vingtaine de producteurs, 11 chercheurs impliqués, de 6 universités, centres de recherche, 2 ministères, puis une mobilisation de professionnels, des professionnels terrain. Les actions, c'est concertation des acteurs, projet terrain, pratique agro-environnementale, j'accélère, le diagnostic professionnel, des essais au champ, recherche-action. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans quelque chose de complet puis d'appliqué, de la recherche jusqu'à les deux pieds là, sur le terrain, puis dans l'application, puis travailler avec les producteurs. Tantôt, j'ai un élément que je vais le reprendre à la fin. Là. Les thématiques gestion de l'eau et biodiversité. On va travailler sur les enjeux de drainage, de bandes riveraines, d'aménagement, de biodiversité, de nichoirs pour hirondelles. Vraiment, là, c'est essayer de changer complètement la dynamique terrain autour du développement durable. La gestion des sols et fertilisants, ils ont mis compaction des sols, je ne pouvais pas dire non. Santé des sols, culture de couverture. Probablement, la santé des sols, là, pour moi, qui est observateur externe, c'est probablement l'enjeu le plus important avec tous les changements climatiques. Dans ma maîtrise, ce que je m'étais aperçu, c'est que les sols, j'ai eu la chance, on parlait d'espace temporel, j'avais des données du docteur Agavan sur 10 ans de compaction sur des parcelles, puis on voyait les effets de météo. Puis des fois, tu avais des résultats des sols plus compactés, tu as meilleur que des sols moins compactés, mais à long terme, tu pouvais voir les effets. Et ce je me suis aperçu, c'est que la matière organique était le facteur clé de réussite, d'adaptation à tous ces manques d'eau, trop d'eau, plus d'eau, etc. Socio-économique, ben, les adoptions pérennes des bonnes pratiques, les coûts-bénéfices, les rétributions des pratiques. C'est sûr, les rétributions, dès que je commence à jouer là-dedans, tout le monde devient nerveux. Mais il faut s'ouvrir. Je pense qu'un élément, quand on est un groupe de recherche, un message que j'ai pour tous les intervenants, il faut laisser aller les chercheurs qui nous influencent et non pas l'inverse. Là. Je pense que c'est important de bien recevoir les messages puis de bien les comprendre. Et la coordination en innovation sociale, on a créé là, 5 grands comités, là, si on veut. On a créé parce qu'on avait des enjeux avec les groupes que je vous ai montrés, là, les concepteurs du projet, est-ce qu'ils travaillent ensemble et qu'ils se comprennent avec le paire de lunettes chacun?
On a formé un comité là-dessus. On a un aménagement favorable à la biodiversité où on a des chercheurs, on a des agronomes, on a des producteurs, on a des gens de la municipalité, on a des citoyens, on a tout le monde ensemble. Puis je vais parler mon commentaire sur les paires de lunettes. L'enjeu, il faut être capable d'écouter l'autre. Puis l'autre, il faut qu'il soit capable de nous écouter. Puis la rétroaction. Parce que quand je finis les premières rencontres que j'ai eues avec tout le monde m'appelait. Le chercheur me disait, ouais, mais là, je n'ai pas ma place là. Ils ne m'ont pas compris. Les producteurs m'appelaient, mais je n'ai pas ma place là, c'est des chercheurs. Moi, je n'ai pas ma place là. Puis là, moi, au contraire, j'ai regardé aller, je trouvais ça super intéressant. Mais essentiellement, il faut être capable de sourire et avoir une capacité d'écoute et de rétroaction. Des compensations économiques, on en a un sur des modèles innovants qu'on veut développer. Des outils de diagnostic à la ferme. De débarquer chez le producteur, tu sais, je vous ai mis dans ma petite prémisse au début que le producteur, tout le monde est d'accord, les enjeux environnementaux, mais tout le temps, c'est chez le voisin. Hein? Fait que chez nous, on est tout le temps correct. Mais essentiellement, c'est qu'il l'amener à marcher chez eux son terrain puis qu'il le voit. Le gros défi que ça amène pour les professionnels terrain, c'est qu'il faut arrêter d'avoir une. On a tous été formés comme des spécialistes, là. Mais là, il faut avoir une vision systémique de la ferme puis de son écosystème. Méchant défi. C'est instabilisant pour les professionnels. Plus facile de rester dans notre petit champ de compétences. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Puis il faut être humble. C'est pour ça que je me suis mis aujourd'hui. Outils de diagnostic à la ferme, puis les indicateurs, bien important qu'on suive. La notion de cause à effet. Souvent de fois, les producteurs vont dire, oui, mais je fais ça, ça a quoi comme impact sur la qualité de l'eau? Tu me donnes des coûts, mais c'est quoi les preuves? Je fais des rotations dans le blé, je mets des cultures de couverture. Ah, c'est pas vrai que ça améliore les rendements dans le maïs. Tu parles à un agronome, il va te dire une affaire, l'autre va te dire d'autres choses. Essayons d'avoir des indicateurs de cause à effet bien importants. Le suivi des résultats, on est en train de développer, puis ça, c'est le petit côté qu'on veut innover, là, un tableau de bord qui va tenir compte du niveau de santé de l'écosystème avec des indicateurs de performance puis des indicateurs de mesure environnementale très poussés avec les chercheurs puis des outils de mesure. Mais après, il y a un outil de vulgariser. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Immobilisation, engagement et adoption pérenne de pratiques agricoles, de bonnes pratiques agro-environnementales. Ça, la mobilisation, c'est probablement le facteur le plus important. Il ne faut pas négliger des effets comme si les producteurs viennent bien perçus dans leur milieu, dans leur communauté, au lieu d'être perçus comme des pollueurs. Des fois, ça remplace une coupe de pièces à l'hectare. Donc, essentiellement, il faut voir tous ces éléments-là. On est en train de développer des indices, des indicateurs. Puis le niveau de santé socio-économique, autant au niveau sociologique qu'au niveau économique, là aussi, on est en train de développer des indicateurs. Le défi qu'on a, ce n'est pas tant de trouver les indicateurs, on a un défi là, c'est d'avoir les mesures puis de les avoir à jour. Puis que ça ne coûte pas une tonne de dollars. Donc, on va avoir une espèce d'arbitrage à faire là-dessus. On a plusieurs niveaux d'analyse. On va le faire pour le producteur, puis au niveau du bassin versant, puis au niveau de la communauté. Les cibles à atteindre, il faut se donner des objectifs. Et j'aimais bien tantôt M. Goin, je pense, si je ne vais pas me tromper. C'est sûr qu'en fait de la recherche, il y a tout le temps, il n'y a jamais de certitude. Mais il y a des lourdes tendances. Fait que notre indicateur, notre tableau de bord, on ne veut pas le faire avec des certitudes, avec 8 virgules après le point, avec des analyses statistiques. Il va en avoir là, dans les mesures pour s'assurer que la mesure mesure correctement les choses. Mais à la fin, ce qu'on veut, c'est une mouvance, c'est une tendance qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis plusieurs clientèles cibles, là, que ce soit les gestionnaires du projet pour voir si on fait les bonnes choses, les producteurs, les intervenants locaux, les citoyens pour bien communiquer. Les besoins en recherche, Marie-Ève m'avait demandé de vous parler de ça, mais l'innovation sociale, vraiment le plus important, formation en gouvernance dans une démarche d'innovation sociale. Je vous dirais le diagnostic que j'ai fait quand je suis embarqué, parce qu'ils m'ont demandé d'arriver en renfort. Chacun défend un peu sa chasse gardée, ils ont de la misère à s'ouvrir et à se laisser aller. Pour moi, je me suis toujours guidé de même les années que j'étais à l'UPA. Les faits, c'est des faits. On les donne. Après ça, les gens sont majeurs et vaccinés. Ils prennent des décisions. Mais il faut rester sur les faits. Puis plus on va. Je me suis aperçu quand j'étais du côté de l'UPA, plus on avait des faits solides dans nos dossiers, les permanents ou les professionnels, moins on laissait l'espace aux politiciens que sont les producteurs élus. Plus on était flou mou, plus c'est les politiciens qui prenaient la place. Fait que ça, je pense que c'est un élément bien important. Puis cet été, ce que je veux faire, c'est autant avec les gens du ministère de l'Environnement, du MAPAC, les producteurs, les chercheurs, tout le monde qui veut venir, on veut organiser une formation en gouvernance d'une démarche d'innovation sociale. C'est probablement le pas le plus important qu'on peut faire pour améliorer, puis on a besoin d'aide là-dessus, puis pour améliorer puis accélérer le transfert puis l'innovation. Identifier les principaux indicateurs de mobilisation, on a des travaux qui vont être là-dessus. L'aménagement et biodiversité,
Développer un modèle d'affaires favorisant l'implantation et l'entretien des superficies agricoles aménagées favorables à la biodiversité. Vous avez vu tantôt avec l'endettement puis le prix des terres, demander à le producteur de sacrifier 1, 2, 3 hectares à 50 000 $ l'hectare, faites le calcul. J'ai beau avoir une bonne conviction environnementale, il y a des freins. C'est normal. Est-ce qu'on peut trouver des modèles innovants avec de la fiscalité, avec du clé en main? Est-ce qu'on peut trouver d'autres façons de voir la bébelle? Puis documenter les freins perçus et les facteurs de motivation. La compensation économique, on a développé le petit modèle, on va continuer à travailler là-dessus. Puis idéalement, on veut partir avec 5 entreprises, c'est notre souhait, avec l'INRS puis d'autres joueurs. On veut vraiment faire un diagnostic vraiment complet de l'écosystème de leur écosystème de leur entreprise, puis les suivre sur les différentes dimensions, avec leur réalité économique, leur réalité d'amélioration, des mesures sur la qualité des rejets à l'eau avec les pratiques qu'ils vont mettre en chose. Donc, on aurait des cas réels avec des résultats concluants ou pas, on ne sait pas. Finalement, un outil de diagnostic à la ferme, bien important, débarquer chez le producteur pour aller voir, puis l'aider, marcher le terrain avec lui, puis dire, bon, mais regarde, voici tous tes effets, puis voici, si tu fais ça, voici quel impact que tu peux avoir, puis avec l'intensité d'investissement ou l'intensité monétaire. En passant là-dessus, les producteurs de lait avec leur objectif de réduction zéro, gaz à effet de serre 0,50, allez voir le tableau de bord qu'ils ont développé, vulgarisé. C'est magnifique comme outil de vulgarisation pour amener les producteurs à suivre. C'est un super bel outil. Et le tableau de bord, on va continuer à préciser comment calculer puis suivre nos indicateurs. Fait qu'en conclusion, en bref, il faut mettre nos bulles, il ne faut pas qu'ils travaillent chacune indifféremment. Il faut les mettre en synergie. Ça prend une posture positive et ouverte. Au début, je me suis aperçu que beaucoup de chiolage l'un vers l'autre, puis il ne me comprend pas, puis mais il faut s'ouvrir, il ne faut pas avoir peur de la critique. Écoute et rétroaction, considérant des différents points de vue. Empathie, être capable de se mettre dans les bottes de l'autre. Moi, quand j'étais à l'UPA, je me disais tout le temps, maudit que ça serait facile de modifier les programmes de sécurité du revenu tout seul dans mon bureau. C'est quand je sortais avec mon bureau que ça se compliquait. Solution adaptée à la réalité du milieu. Il faut que les producteurs vous suivent. Là. Puis présence d'un traducteur pour faciliter la compréhension de tout un chacun qui arrive avec sa paire de lunettes. Ça prend quelqu'un qui anime ça puis qui est capable de comprendre le point de vue du chercheur, qui est capable de comprendre le point de vue du producteur, de l'agronome, les contraintes qu'il y a, puis d'essayer de trouver la voie de passage là-dedans, puis d'utiliser comme interprète. Fait qu'en gros, vu qu'il ne me reste plus de temps, merci.